Alors j'ai le grand plaisir de pouvoir discuter avec Jean-Yves Le Naour aujourd'hui, qui est scénariste, scénariste notamment de bande dessinée, mais qui est aussi spécialiste de l'histoire du XXe siècle. Et on parle aujourd'hui du Crétin qui a gagné la guerre froide. C'est un album que j'ai reçu sur mon bureau il y a quelques jours maintenant. Ça m'a un peu surpris, Jean-Yves Le Naour, bonjour, parce Bonjour. que traiter Reagan, Ronald Reagan, le président de mon adolescence, de crétin qui a gagné la guerre froide, je me suis dit vous y allez fort, vous n'allez pas en vendre beaucoup là-bas, hein. Ah, bah, il n'est pas encore traduit en anglais, mais allez donc savoir, allez donc savoir. Il reste encore quelques démocrates aux États-Unis, ça peut faire quelques ventes tout de même. Mais si vous voulez, ce mot de crétin, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, on le doit à Nixon, car Reagan s'était présenté contre Nixon à l'investiture en 1968. Il avait été vaincu par Nixon, et Nixon l'avait appelé ce crétin dangereux. Oui. Bon, après, on sait comment l'histoire a évolué pour l'un comme pour l'autre. Exactement, exactement. Il y en a un qui est au Panthéon dans le cœur des Américains et l'autre, bon, ben, oui, il est un peu oublié. Oui. Et pour cause. Alors, Reagan, évidemment, on en reparle beaucoup parce que on est à un jet de pierre, si j'ose dire. J'espère qu'il n'y aura pas de jet de pierre de l'investiture de Donald Trump ce lundi à 18h pour nous, midi, heure de Washington. Et on les a souvent, alors, rapprochés sans pouvoir complètement les rapprocher. Il y a un lien entre les deux, c'est le slogan de campagne. Oui, et ça, je l'ignorais avant de travailler sur Reagan. Le slogan Make America Great Again, c'est le slogan de Reagan que Trump lui a appliqué complètement. Alors bien sûr, on peut dire aussi que ce sont aussi deux self-made men, mais c'est pas tout à fait vrai dans le cas de Trump, hein, parce que le père était déjà un magnat d'immobilier richissime qui lui a donné 5 millions de dollars pour commencer. Donc il a quand même une cuillère en or, une cuillère dans la bouche, Ouais. alors que Reagan, lui, vient d'un milieu plutôt modeste, très modeste. Donc lui, c'est effectivement quelqu'un qui s'est fait tout seul, on va dire, sur le modèle américain. Bah, son parcours en 2 mots, si je me souviens bien, s'il était animateur de radio, commentateur sportif sur une radio Exactement. dans l'Indiana, je crois. Exactement. Ça mène à tout, vous voyez, monsieur. Exactement, oui. Je ne suis pas né aux États-Unis. Il est devenu comédien, acteur dans les westerns de série B. Hein, c'est pas John Wayne non plus. Président du syndicat des acteurs et puis finalement gouverneur de Californie et président des États-Unis. C'est quand même un parcours. C'est le rêve américain. Oui, effectivement, c'est pour ça d'ailleurs que qu'il a cette carrière, si vous voulez, en tant qu'acteur, il est déjà connu Ouais. connu des Américains et il a une certaine sympathie, une certaine proximité avec le public. D'autant plus que dans ses rôles, même si effectivement c'est pas des grands rôles, il n'a pas fait de grands films, il n'a tenu je ne sais plus exactement combien il a fait de films, une quarantaine, il n'a tenu à ne jouer que des personnages positifs. Jamais un méchant. Alors peut-être c'est sa belle gueule, peut-être, mais jamais un méchant, ce qui fait que il est assimilé au shérif, Ouais. enfin voilà, au soldat, quelqu'un de positif. Et quand on le voit, il m'est arrivé de regarder ses discours sur Internet. Enfin, il y a des collections entières sur YouTube. Donc, pour autant que vous compreniez un peu l'anglais, vous allez bien vous marrer parce que il y a toujours des blagues. Et c'est un peu par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, notamment Reagan, Trump et les invectives, etc. et les insultes. C'est le bon grand-père de l'Amérique, en fait, Reagan. Reagan, effectivement, est vu par les Américains comme le président sympa. Il a inventé une communication qui est tout à fait nouvelle, c'est une communication à base d'humour. Et comme vous le rappelez, il y a toujours des blagues dans ses discours. On s'ennuie pas quand on écoute un discours de Reagan, parce qu'on sait que à un moment donné, il va nous faire rire. Alors, Et elles sont bonnes, hein, en général. et elles sont bonnes, en fait, il collectionne les blagues. Dans ses archives, vous avez des boîtes entières de blagues, il les collectionne sur Ouais. tous les sujets, il en a sur tous les sujets. Il en a sur les démocrates, il en a sur les soviétiques, évidemment, beaucoup. Beaucoup, oui, il y a ça, oui, oui. Alors, on s'est un peu déchaîné, évidemment, dans cette bande dessinée. Ben oui. On a mis un certain nombre de blagues de Reagan dedans, et on peut dire il en faisait avec Gorbatchev, et Ouais. on peut dire qu'il était exaspéré, Gorbatchev, par ces blagues. Il trouvait que c'était Oui, pas alors sérieux. on va pas tout raconter. Et toute l'histoire de Reagan ne pouvait pas être. Tous les épisodes ne sont pas dans le livre, évidemment. Il a fallu faire des choix, j'imagine, Jean-Yves Le Naour. Oui, oui,
L'idée, c'était pas de raconter sa vie de la naissance à la mort, c'était de raconter d'abord sa présidence, ce grand tournant, parce que c'est un tournant. Auparavant, c'est les idées keynésiennes qui dominent, et là, il y a véritablement un tournant qui fait que ensuite, il y aura, qu'on soit démocrate ou républicain, il y aura une ligne. Trump se situe finalement dans la ligne de Reagan, baisser les impôts des riches, augmenter même ceux des pauvres. Oui, c'est ça, c'est un Robin des Bois à l'envers. Le compter sur libérer le marché en fait. Libérer le marché, le déréglementer, le déréguler. C'était vraiment radicalement nouveau. Au même moment, il y avait Thatcher en Angleterre qui faisait la même chose, qui initiait ce tournant. Un tandem. Qui a gagné ce tournant, a gagné le monde. Et vous remettez ça dans le contexte dans le livre ici, dans le crétin qui a gagné la guerre froide, parce que c'est vraiment centré là-dessus évidemment. Il y a son élection, il y a tous ses copains entre guillemets du parti républicain qui se cachent un peu les yeux quand il fait un discours, le discours de campagne, etc. À la convention, parce que oui, il le trouve idiot. Hein, voilà, c'est. Oui, alors on voit effectivement Gerald Ford à qui il a proposé d'être son. Enfin, c'est absolument impossible. Mais bon, ça sera George Bush père qui sera son vice-président. Oui, il le prenait pour un gugus au sein de son parti. Au sein de son propre parti. Dans le Parti démocrate, on se moquait de lui, mais au sein du Parti républicain, on se moquait de lui également. Il appartenait à l'extrême droite du Parti républicain. Et là, on voit aussi les liens avec Trump, parce que Trump. On se moquait de lui dans le Parti démocrate. Je ne parle pas de cette année, mais je parle d'il y a 8 ans. Et on se moquait de lui dans le Parti républicain. On se disait mais c'est un fou furieux, c'est un cinglé. Jamais les Américains voteront pour lui. Et il a écrasé tout le monde sur son passage. Alors la guerre froide, en l'occurrence, le grand, je dirais, le coup de force de Ronald Reagan par rapport aux soviétiques, il sait que économiquement tout le monde lui dit c'est exsangue, ça marche pas leur truc, etc. Ils n'ont plus d'argent, ils vont devoir emprunter, ils savent même pas à qui, donc voilà. Et lui, il va lancer la guerre des étoiles. C'est très à la mode. Il y a eu Star Wars au cinéma. Il s'est dit moi je veux faire pareil, la guerre des étoiles. Je crois que le nom officiel c'était Initiative de défense stratégique. Voilà. Et donc il veut se protéger des missiles depuis l'espace avec des rayons laser. Oui, c'est complètement fou, et cette technologie-là, l'armée lui dit, on l'a pas, et ça nous mettra peut-être 20 ans à l'obtenir. Mais il s'en fout. Aujourd'hui, on l'a toujours pas, cette technologie. Mais oui, mais voilà, il en est tombé amoureux de cette idée, il a une idée. C'est un petit peu comme Trump d'ailleurs, qui a des idées qu'il croit géniales et que tout le monde doit suivre. Voilà, il a cette idée, il va la poursuivre, et le problème, ce n'est pas finalement qu'on est capable de le faire ou pas, c'est simplement en investissant des milliards et des milliards, les soviétiques sont obligés de suivre, parce que s'ils ne suivent pas, eh bien, ils seront vulnérables, alors que les Américains seront invulnérables avec une sorte de parapluie anti-missile dans l'espace. Et ils ne peuvent plus investir. Ils consacrent déjà 15% de leur PIB à l'armée, 15%. Ils sont asphyxiés. Les États-Unis, eux, consacrent 5%. C'est beaucoup, mais ils sont plus riches, donc finalement, ils arrivent à tenir le rythme. Voilà, donc à un moment donné, eh bien, il faut lever le drapeau blanc pour l'URSS parce que tout s'écroule à côté de ça. Alors vous le dites aussi dans le livre, le crétin qui a gagné la guerre froide, faut voir. Parce que il a eu énormément de chance. Les circonstances font que les premiers secrétaires, donc l'équivalent des présidents en Union soviétique, on les a pris très très vieux, beaucoup d'affilée, et donc ils ont tendance à passer assez vite. Arrive un peu plus jeune, un peu plus ouvert d'esprit, qui lui a envie de reconstruire un peu de l'intérieur et d'arrêter de dépenser de l'argent pour les armes. C'est Mikhail Gorbatchev. Oui, vous l'avez dit, effectivement, le système ne voulait pas se réformer. Brejnev, Andropov, Tchernenko, c'est que des vieux de 80 ans, 84 ans, 82, qui sont tous malades. En fait, on voit bien que la bureaucratie, elle ne veut rien changer et elle veut conserver ses petits privilèges. Mais à un moment donné, l'URSS est dans un tel état de contraintes économiques, oui, qu'il faut faire des réformes. Et donc, il y a le choix de Gorbatchev qui veut faire des réformes pour sauver l'URSS. Et pour sauver l'URSS, il a besoin de mettre fin à la course aux armements qui absorbe tant d'argent. Il faut mettre fin aussi à la guerre en Afghanistan, qui est le Vietnam soviétique. Le Vietnam il coûte trop cher. Il faut abandonner l'empire, c'est-à-dire les États satellites d'Europe de l'Est. Voilà, il faut sauver le système. Et en fait, il va pas y arriver. Et l'URSS, on sait ce qui va devenir de l'URSS. Voilà, elle va finir par s'éteindre. Je me souviens toujours qu'il y avait des cosmonautes qui étaient en l'air au moment où le pays se désintégrait en dessous. J'imagine quand même que les pauvres ont
ont dû se demander ce qui allait leur arriver et où ils allaient atterrir. Mais ça, c'est pas dans le livre. Par contre, on voit aussi que avec sa guerre des étoiles, Reagan, il sent qu'il a mis un gros coup sur la tête de Gorbatchev, et puis il va continuer au bluff en fait. En fait, vous savez, la guerre froide prend fin. Alors, officiellement en 89, mais en réalité, en décembre 87, le traité de Washington, on décide d'enlever les missiles, etc. Ouais. Mais on aurait pu la finir en 86, un an avant, si Reagan ne s'était pas entêté Contre l'avis de ses conseillers. Hein. Contre l'avis de ses conseillers qui disaient mais voilà, on vous tend la main, saisissez-la. Mais il ne voulait pas abandonner le projet d'initiative défense stratégique. C'était son bébé, la guerre des étoiles. Ouais. Et en fait, il ne l'abandonnera l'année suivante que contraint et forcé, dans la mesure où il était discrédité par un scandale, l'Iron Gate. L'Iron Gate, la vente d'armes via l'Iran pour des contras au Nicaragua, je crois, si je me souviens bien. Oui, en fait, du marché noir. C'est un montage dans le dos effectivement du Congrès et donc il est discrédité à l'intérieur. Il a frôlé l'impeachment. Il aurait pu être le président nul comme Nixon, viré, démissionnaire. Et puis non, comme c'était un canard boiteux, le Congrès était contre lui. Les élections c'était dans un an. On l'a conservé et donc lui, il en a profité finalement pour reprendre la main sur le plan de la politique extérieure et pour arriver, se faire passer comme le gagnant de la guerre froide. Et pourtant, et vous le dites dans le livre, et j'ai déjà vu des documentaires sur Ronald Reagan aussi, tout le monde est bien d'accord là-dessus, c'est un peu un roi fainéant. Hein. Ah oui, mais vous savez, des rois fainéants, il y en a il y en a eu beaucoup. Reagan. Avant le 11 septembre 2001, George W. Bush avait passé plus de temps dans son ranch qu'à la Maison Blanche. Trump, il était tout le temps en train de faire du golf. Et ben Reagan, c'est un petit peu la même chose. Mais ça, c'est nouveau. C'est nouveau. Auparavant, Carter, c'est quelqu'un qui travaillait. Nixon, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est quelqu'un qui travaillait, qui connaissait ses dossiers. Reagan, lui, il est âgé. Et puis dans le deuxième mandat, il y a Alzheimer qui commence un peu à arriver. Donc il se lève tard. Il aime pas travailler avant 10 heures du matin. Il aime faire une petite sieste. Pas trop tard non plus le soir, et le week-end, son ranch en Californie. Et puis le soir, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde des films avec Nancy. Avec Nancy, voilà, et des vieux films où ils aiment bien regarder. Ces vieux films. Western, oui. Il se les regarde. Hein, il y a un peu d'égo là-dedans. Il regarde ces films. Mais on était jeunes, on était beaux. C'est aussi dans cette jeunesse d'acteurs qu'il a rencontré Nancy. Moi, j'ai dévoré votre livre, même si je connaissais quand même certains pans de l'histoire. Il y en a d'autres que je ne connaissais pas. Il y a aussi tout l'aspect dessin. Ou alors, on n'est pas dans le dessin réaliste, on n'est pas dans la caricature. Moi, je trouve qu'on est un peu entre les deux. Oui, il y a un apport de Cédric Le Bihan sur cet album qui est formidable parce que il fallait trouver la narration finalement, la narration graphique. Étant donné que on est dans un récit d'histoire, mais dans un récit d'histoire qui insiste sur le registre comique volontaire et involontaire de Reagan, il nous fallait que le dessin nous accompagne. Et là, dans ce dessin qui est réaliste et pas réaliste en même temps, où on a parfois l'impression de gamins dans une cour de récréation qui se disputent, Reagan et Gorbatchev, je trouve qu'il a trouvé exactement le bon ton. Voilà, il faut le lire parce que malgré tout. Et vous le rappelez à la fin du livre, voilà, il y a le slogan en commun, il y a le fait d'avoir phagocyté le parti républicain en commun, il y a une espèce d'héritage, même si le style des deux, Reagan et Trump, sont radicalement différents parce que l'un était plutôt rassurant, c'était le bon américain tranquille, les pieds sur terre, avec des discours comique mais bien construit, et puis on a Trump de l'autre côté qui est très exubérant, qui fait des grands gestes dans tous les sens et qui est très déconstruit. Et surtout, pour aller dans votre sens, Reagan connaissait ses limites. Il savait que il ne connaissait pas tout. Il savait que certains dossiers, surtout sur l'économie, il ne les maîtrisait pas, et donc il avait besoin de conseillers, et il laissait ses conseillers gouverner. Il donnait les grandes lignes, où il validait les rapports qu'on lui soumettait. Alors que Trump se prend pour un génie, il décide seul et il est persuadé d'avoir des idées fantastiques et tout le monde doit suivre. Et ça, c'est vraiment tout très différent. Il y a eu un changement d'époque aussi. Je voudrais pas jouer le boomer un peu concon, mais il y avait quand même dans les campagnes de l'époque de Reagan, de Carter, etc. Mais jusque très proche de nous quand même, l'absence d'insultes et le respect de l'adversaire, ce qu'on n'a plus aujourd'hui.
Peut-être, mais les réseaux sociaux, ils font aussi beaucoup. Oui. Aujourd'hui, il faut des punchlines, il faut s'exprimer en 1 minute pour être pris par Twitter, par TikTok, et tout ça pousse à l'hystérisation du débat. Et on voit aussi qu'on importe toutes ces méthodes en France, en Belgique peut-être, et je crois que c'est pas le meilleur qu'on importe des États-Unis. C'est vrai. Cela dit, c'était le roi des punchlines, mais des punchlines drôles et bien envoyées, Reagan, parce que il y a un dessin dans la campagne contre Carter, le débat télévisé contre Carter, où il dit la récession, c'est quand votre voisin perd son boulot, la dépression, c'est quand vous perdez votre boulot, la relance, c'est quand Carter perd son boulot. Fabuleux, quoi. Et voilà, tout le monde rigole, tout le monde applaudit, et le message est passé. Voilà. En fait, les Américains, quand ils votent, ils se posent, et ça a été le cas en novembre dernier, ils se posent toujours la question, est-ce que nous vivons mieux aujourd'hui qu'il y a 4 ans? Finalement, c'est pas l'idéologie qui compte, les principes, etc. C'est est-ce que ça va mieux aujourd'hui qu'il y a 4 ans? C'est pragmatique. C'est très pragmatique, et aujourd'hui, bah oui, Biden a payé l'inflation, la suite du Covid, et en 1980, Carter a payé l'inflation, le choc pétrolier, les otages de Téhéran, en Iran, l'intervention soviétique en Afghanistan, voilà. Donc les Américains avaient l'impression ça allait mal, et de fait, la situation n'était pas très bonne, et lui qui venait, Reagan, de l'extrême droite du Parti républicain, ça a été une sorte de comète qui a tout balayé sur son passage. Et personne ne l'a vu venir. Non, même pas les siens. Non. C'est instructif et drôle. Reagan, le crétin qui a gagné la guerre froide, donc de Jean-Yves Le Naour et de Cédric Le Bihan pour le dessin. Merci beaucoup, Jean-Yves. Merci à vous.